Bonjour et bienvenue à ce 9e webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, et le Cercle marocain des directions juridiques. Je suis Angélique Azy, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc et serai accompagnée aujourd'hui de Salma Agdad, éditrice chez LexisNexis. La période exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui a conduit de nombreuses entreprises à ralentir, voire arrêter leur activité. Des questions comptables se posent alors et vont nécessairement impacter la mission du commissaire aux comptes. Pour évoquer cela ensemble, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Amin Bakili, expert comptable commissaire aux comptes, qui a été nommé président de l'Ordre des experts comptables au mois de mars dernier. Monsieur Bakili est également membre du Conseil national de la comptabilité et professeur à l'Université Hassan II de Casablanca et au sein de plusieurs écoles de commerce. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention de notre expert via le chat. Vous pouvez également voter pour les questions auxquelles vous souhaitez que notre intervenant apporte une réponse en priorité. Pour information, notre prestataire a connu aujourd'hui des problèmes de stabilité informatique. Il se peut que nous rencontrions quelques problèmes de connexion. Si ceux-ci s'avéraient trop gênants, nous reporterions bien sûr le webinaire à une date ultérieure et nous en excusons par avance. Voilà, donc je passe donc la parole à Monsieur Bakili. Bonjour tout le monde, merci Angélique pour cette présentation et merci à LexisNexis, au Juris et au Centre marocain de direction juridique pour cette veille juridique en ces moments de crise et de m'avoir donné cette opportunité pour présenter les impacts Covid-19 sur l'écran et sur la mission du commissaire au compte. Je saisis également l'occasion pour remercier tous les participants à ce webinaire. Donc, mon intervention aujourd'hui concerne les impacts comptables de cette pandémie, mais également les conséquences sur le travail et les diligences du commissaire aux comptes. Avant de commencer, je tiens à rappeler que l'épidémie Covid-19, qui continue à se répandre dans le monde entier, est un événement d'une exceptionnelle gravité. On n'a jamais vu ça. Et il a des conséquences sanitaires, économiques et financières affectant l'activité économique et sociale des pays, mais également la santé financière des entreprises. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié le 30 janvier 2020 cette épidémie d'urgence de santé publique et l'a classée justement le 11 mars 2020 comme pandémie mondiale. Afin de contenir la prorogation de ce virus, le Maroc a déclaré l'état d'urgence et le confinement sanitaire pour la période du 20 mars au 20 avril, et ça a été prolongé également jusqu'à 20 mai. Et on a assisté également à un décret, le fameux décret 220, 292 et 293 qui a été publié au bulletin officiel le 24 mars et qui stipule que tous les délais précédemment fixés par voie réglementaire et législative sont suspendus pendant cette période de confinement et d'état d'urgence à titre exceptionnel. Bien sûr, ça a des répercussions sur pas mal de secteurs et sur le pays de manière générale. Donc, pour étudier l'impact comptable, il me semble opportun de discuter un point très particulier, à savoir les événements post-clôture. Et comment ils sont traités en comptabilité, bien sûr, comment on les traite au niveau de nos missions d'audit. Les événements post-clôture s'inscrivent généralement entre la date de clôture d'un exercice, normalement c'est le 31 décembre, comme vous voyez dans le schéma, et la date d'arrêté définitif des états financiers qui correspond généralement à la date à laquelle l'autorité compétente arrête les états financiers et les rend officiels. L'arrêté définitif des états financiers constitue un acte marquant la fin de la période de prise en compte des événements post-clôture. C'est-à-dire, nous considérons en tant que comptable ou avec la casquette d'auditeur que certains événements et opérations qui se déroulent durant cette période peuvent avoir un impact sur les comptes de l'exercice précédent. Maintenant, la question qui se pose, quels sont ces événements et comment on peut les rattacher à l'exercice N et pas à l'exercice N plus 1.
Pour répondre à cette question, on cherche toujours les obligations actuelles, c'est-à-dire les choses qui se passent en N+1 et qui résultent d'événements passés, c'est-à-dire avec un lien direct avec les comptes de l'exercice précédent. D'ailleurs, on trouve cette règle dans les normes internationales, notamment dans la norme IAS 37 qui traite des provisions. D'ailleurs, il définit les provisions comme une obligation actuelle qui résulte d'un événement passé. En effet, les événements post-clôture qui ont un lien direct et prépondérant avec les situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice doivent être constatés, bien sûr, en ajustant les montants comptabilisés dans les états financiers et en comptabilisant des ajustements. Je vous donne l'exemple d'un procès en cours qui était provisionné à la date de clôture pour 100. Au mois de février, l'avocat nous informe que le risque a évolué de 150, donc automatiquement on passe un complément de provision de 50. Un contrôle fiscal également dont la notification est reçue le mois d'avril, N+1, constitue un événement post-clôture qu'il faut traiter. Certains événements post-clôture peuvent se traduire uniquement par une seule information dans l'éthique, et notamment les événements qui n'ont pas de lien direct avec les comptes N-1. Parmi ces événements post-clôture, nous citons les exemples suivants. Un sinistre intervenu après la date de clôture, un litige ou un procès dont la cause est postérieure à la date de clôture, la destruction d'actifs par un incendie postérieur à la date de clôture. Donc tout ça ne donne pas lieu à une rectification des comptes. Donc, quand on analyse les événements post-clôture, on essaie de voir quels sont les événements qui touchent les comptes de plein fouet et qui sont les événements qui ne nécessitent pas une correction comptable, mais juste des informations à donner aux utilisateurs des états financiers. Donc, pour revenir à l'impact comptable du Covid-19, l'attention est particulièrement attirée sur le respect de certains principes fondamentaux que nous retrouvons dans nos référentiels, à savoir le principe de prudence, le principe de continuité d'exploitation, le principe de spécialisation des exercices. Et bien sûr, nous devons utiliser tous ces principes dans le cadre de nos missions. Et on les retrouve dans le Code général de droit comptable, on les retrouve dans certains plans sectoriels, tels que le plan d'établissement de crédit, les assurances, etc. Il y a également un effet sur l'évaluation du risque et des charges rattachées à l'exercice clos au 31 décembre 2019. Ainsi, si on revient au contexte marocain, il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours d'un exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse. Considérons que l'épidémie Covid-19 est un événement qui n'a été décrété et n'a produit ses effets qu'en 2020, les actifs, les passifs ainsi que les charges et les produits mentionnés respectivement dans le bilan et dans le compte des produits et charges au 31 décembre 2019 sont comptabilisés. Alors, on a un petit souci technique. Monsieur Bakili. Alors, on a un petit problème de connexion. On va attendre que Monsieur Bakili puisse se reconnecter. Excusez-nous.
Alors le souci technique perdure, je vais prendre contact avec l'intervenant qui a perdu sa connexion internet. Donc je vous demande de patienter encore quelques petits instants, on devrait rétablir la connexion. Merci, hein.
C'est bon? Voilà, allez-y, reprenez peut-être depuis le début de votre... Allez-y. D'accord. Je reprends les slides. Je sais. Je ne sais pas à quel niveau, mais bon, je vais... Sur les événements post-clôture, peut-être, vous pouvez reprendre sur les événements post-clôture Oui. Et préciser à quel moment ils interviennent. D'accord. Donc, on peut reprendre là-dessus. très bien. Donc, pour les événements post-clôture, donc je vais donc résumer que les événements, généralement, il y a un principe, c'est que les obligations actuelles qui résultent d'un événement passé, c'est celle-là qu'on va faire figurer dans les comptes N. Donc, les événements post-clôture qui ont un lien direct et prépondérant avec une situation existante dans la de clôture sont à comptabiliser. On a donné l'exemple d'un procès qui a été provisionné à la date de clôture pour 100 et l'avocat nous informe que le risque a augmenté à 150. Donc, on a un complément de provision de 50 à passer. Un contrôle fiscal, la même chose, dont la notification est reçue dans le mois d'avril, N+1, donne lieu à comptabilisation de provision. Par contre, il y a un certain nombre d'événements de post-clôture qui ne nécessitent pas un retraitement comptable parce qu'on estime qu'ils n'ont pas d'origine ancienne. Je vous donne l'exemple d'un sinistre intervenu après la date de clôture, un litige ou un procès dont la cause est postérieure à la date de clôture, destruction d'actifs par un incendie postérieurement à la date de clôture. Donc tout ça, c'est des choses qui ne donnent pas lieu à correction. Donc, quand on analyse les événements post-clôture, généralement, la tension généralement, on cherche des événements qui représentent des obligations actuelles, mais qui ont des origines passées. Donc, pour revenir à l'impact comptable du Covid-19, l'attention est particulièrement attirée sur le respect de certains principes fondamentaux tels que le principe de spécialisation des exercices, de prudence, de continu d'exploitation, tels qu'ils sont édictés par la loi comptable des commerçants et notre référentiel comptable, le Code général de normalisation comptable, ainsi que les référentiels sectoriels. Il y a également un effet sur l'évaluation des risques et des charges rattachées à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ainsi, si on revient au contexte marocain, il doit être tenu compte de tous les risques et des charges liés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse. Considérant que l'épidémie Covid-19 est un événement post-clôture qui n'a été décrété et n'a produit ses effets qu'en 2020, les actifs, les passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de produits et charges au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences. Il faut souligner ça, c'est très très important. D'ailleurs, c'est cette situation qui va donner la position du commissaire de compte qu'on va voir par la suite. Donc, pas d'écriture comptable sur 2019, mais certaines considérations doivent apparaître dans l'état des informations complémentaires. 1. L'épidémie Covid-19, c'est un événement post-clôture, donc nécessairement, il ne touche pas les comptes. 2. C'est un événement imprévisible et donc les conséquences sont lourdes et ils ne sont pas encore maîtrisés ni chiffrés, donc on ne connaît pas l'impact au 31 décembre 2019. L'entreprise indique cet événement au niveau généralement du tableau 2 de l'état C5 de l'éthique. L'éthique, c'est l'état des informations complémentaires. C'est pratiquement les annexes dans les normes internationales. Et ce tableau, il porte le nom d'événements nés postérieurement à la date de clôture et non rattachables à cet exercice et collés avant la première communication externe des états de synthèse. Donc, par rapport donc, à tous ces éléments,
même si la crise a des effets significatifs sur l'entreprise, il est fait mention dans l'éthique, autant que possible et en fonction de la disponibilité de l'information, des impacts connus ici à la date d'arrêté des comptes. Maintenant, l'information doit être portée même si la crise n'a aucun effet sur l'activité de l'entreprise. On doit renseigner généralement des événements de nature qualitative, quantitative, comme par exemple la baisse du chiffre d'affaires, la fermeture de sites, comme le licenciement, impossibilité d'approvisionnement ou d'écoulement et les plans de restructuration aussi. Généralement, dans l'éthique, on peut également mentionner certains événements favorables pour l'entreprise et qui peuvent atténuer éventuellement les effets de la pandémie, tels que l'obtention d'aides particulières, tels que le soutien par des bailleurs de fonds, par les actionnaires, les reports d'échéance, etc. Donc, autant que par rapport au principe de continuité d'exploitation qui représente le postulat de base de la compta marocain, l'arrêté des comptes selon le principe de continuité n'est pas remis en cause par les événements ayant pris naissance après la date de clôture. Dans l'hypothèse où le principe de continuité serait remis en cause par des événements postérieurs à la date de clôture, de tels événements relèvent de l'information à mentionner également dans l'éthique qui ne justifie pas la production de comptes en valeur liquidative. Les prescriptions qui précèdent s'appliquent au stade de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre, ainsi qu'à ceux des exercices clos en 2019, mais avant le 31 décembre, dans le cas où les comptes ne sont pas encore arrêtés par l'organe habilité à le faire. Si la date de clôture intervient après le 31 décembre 2019, il y a lieu d'observer ce qui suit lors de l'arrêté des comptes. Donc, si les entreprises dont la date de clôture de l'exercice est intervenue entre le 1er janvier 2020 et le 20 mars, doivent appliquer le principe de spécialisation des exercices et servir l'éthique sur les événements post-clôture aux mêmes conditions que celles clôturant leur exercice au 31 décembre 2019. Par contre, les entreprises dont la date de clôture de l'exercice intervient après le 20 mars 2020, ces entreprises doivent tenir compte de cet événement et de ses conséquences sur l'évaluation de leurs actifs, passifs, charges et produits. Bien sûr, ils doivent servir l'éthique, le cas échéant. Donc, autant qu'auditeur et commissaire aux comptes, je tiens à rappeler que nous utilisons une démarche conforme aux normes marocaines d'audit et qui, bien sûr, qui ne s'éloigne pas des normes ISA, qui sont les normes internationales d'audit. Nous appliquons une démarche basée sur des risques. Selon cette démarche, l'auditeur essaie tout au long de sa mission d'identifier et d'analyser les risques dans une première phase. Après, il essaie de répondre aux risques identifiés en appliquant les diligences que le CAC maîtrise parfaitement. Et à la fin, il essaie de faire une synthèse et du reporting par rapport à sa mission. L'auditeur exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives et pour définir les procédures d'audit complémentaires, comme vous voyez dans la photo, visant à réduire ce risque à un niveau faible et acceptable. Et il essaie toujours, comme le montre le schéma suivant, d'avoir un équilibre entre les risques identifiés d'une part et les moyens et diligences qu'il met en face pour les couvrir. Son objectif, en plus simple, est de s'assurer que les comptes sont fiables, que les comptes donnent de l'image fidèle, que les actifs ne sont pas surévalués et que les passifs ne sont pas sous-évalués. Donc, face au Covid-19, et en prenant en compte les impacts comptables sur l'exercice 2019, le CAC doit s'assurer que la société auditée fournisse et communique une information appropriée aux actionnaires, à l'Assemblée générale. En ces circonstances, la mission de commissariat en compte consistera plus particulièrement à s'assurer que la société auditée fournisse et communique une information appropriée et pertinente à l'Assemblée générale qui va statuer sur les comptes. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes est appelé à faire preuve de jugement professionnel et de vigilance, notamment à travers la mise en œuvre de normes, notamment je vais citer la norme 3560 sur les événements post-clôture, la norme 3570 sur la continuité d'exploitation et la norme 3580 sur la lettre d'affirmation. L'auditeur devra également s'assurer que la partie du rapport de gestion de l'organe habilité à l'Assemblée générale comporte dans sa partie relative aux perspectives d'avenir
des informations sur les effets de la pandémie. Par ailleurs, l'auditeur doit également s'assurer de l'existence de ces informations au niveau des états financiers, au niveau de l'état C5 de l'éthique. Il doit obtenir de la direction également une lettre d'affirmation ou une note séparée si le rapport a été émis après, affirmant que les événements post-clôture liés à la pandémie feront l'objet d'une communication pertinente à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Donc, la commission normalisation et études techniques au niveau de l'ordre des experts comptables a élaboré récemment, pour couvrir les répercussions de cette pandémie, une directive sur les diligences à effectuer par le commissaire en compte pour l'exercice 2019. Différentes situations peuvent être relevées et en face duquel le commissaire en compte doit effectuer selon le cas les diligences détaillées ci-dessus. La première situation, donc on a relevé 3 situations. La première, c'est la situation où les états de synthèse n'ont pas été encore arrêtés par l'organe habilité. Donc l'auditeur, dans ce cas, comme vous voyez dans le schéma, s'assure que l'organe habilité complétera l'éthique, tel que prévu ci-dessus, ainsi que le rapport de gestion par une information appropriée sur les effets de la pandémie COVID-19. Dans le cas contraire, avec une activité en 2020 fortement impactée par cette crise, sans pour autant toucher la continuité d'exploitation, l'auditeur doit sortir un rapport dans lequel il y a une réserve, carrément un refus de certification. Dans le cas d'indication par la société d'une incertitude significative liée à la pandémie dans l'éthique, le rapport de l'auditeur doit comporter une observation qui va attirer l'attention des actionnaires sur la situation et sur le risque de continuité qui plane sur l'entreprise. Le cas numéro 2, c'est un cas où les états de synthèse ont été arrêtés par l'organe habilité et le rapport d'audit n'a pas été encore remis. Dans ce cas, l'auditeur s'assure que l'organe habilité a prévu d'apporter à l'Assemblée générale ordinaire une communication appropriée relative aux effets de la crise. Une mention bien sûr spécifique à ce titre doit figurer dans la lettre d'affirmation qui va être préparée par la direction et qui va être envoyée au commissaire en compte. Si l'entreprise décide de ne pas communiquer sur le sujet à l'Assemblée générale ordinaire, alors que l'activité en 2020 est fortement impactée par le Covid-19, sans pour autant générer une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, le commissaire en compte en fait mention dans la partie, c'est une petite remarque, dans la partie vérification spécifique dans son rapport. Par contre, si à la date du rapport, l'évolution de la crise fait peser un risque d'incertitude sur la continuité d'exploitation qui n'existait pas au moment de l'arrêté de compte, le rapport d'audit, comme au premier cas, doit comporter une observation également. Troisième et dernier cas, c'est le cas où les états de synthèse ont été arrêtés par l'organe habilité et le rapport d'audit a été émis avant la déclaration de cette crise. Donc l'auditeur s'assure que l'organe habilité a prévu d'apporter à l'Assemblée générale ordinaire une communication appropriée relative aux effets de cette crise. L'auditeur doit obtenir de la direction une note séparée affirmant que les événements post-clôture liés à la pandémie feront l'objet de cette communication. En cas d'absence de communication appropriée à l'Assemblée générale ordinaire, le commissaire en compte rédige une note dont il est donné lecture lors de la réunion de l'Assemblée générale ou qui est portée à sa connaissance. Dans les 3 cas, premier cas, deuxième cas, troisième cas, et hors le cas d'incertitude significative liée à la continuité d'exploitation, le CAC peut formuler ou non une observation sur l'information fournie dans l'éthique au titre des incidences de la crise du Covid-19. Ce choix, bien sûr, relève de son jugement professionnel, étant rappelé qu'une observation ne saurait jamais se substituer à une information devant figurer dans l'éthique. Dans le même sens, et je pense que ces cas, on va les relever et on va les voir assez souvent, c'est l'incertitude par rapport à la continuité d'exploitation. Nous pouvons distinguer 2 situations. Le commissaire en compte s'assure est-ce que l'incertitude sur la continuité d'exploitation
est lié directement à la pandémie Covid-19. Donc, si c'est le cas, donc, aucun impact sur les comptes de 2019. Par contre, il doit s'assurer que l'entreprise va communiquer au niveau de son éthique et son rapport de gestion et que les actionnaires seront au courant de ces situations. Par contre, deuxième cas, l'incertitude significative sur la continuité d'exploitation existait bien avant la pandémie. Là, le commissaire en compte fait ses diligences normales. Il doit veiller à ce que l'entreprise corrige les comptes selon la valeur liquidative. Et bien sûr, il doit également dérouler la procédure normale d'alerte et pour informer les actionnaires. Donc, un dernier point concernant la mission de commissaire aux comptes est relatif à la faisabilité sur le terrain de notre mission. Sachant, comme vous le savez, les auditeurs et les audités sont pour la plupart en confinement chez eux. Il faut rappeler que la mission du commissaire aux comptes, c'est une mission permanente. L'état d'urgence a été déclaré le 20 mars et à cette date, heureusement, plus de 80% de nos diligences ont été effectuées pour l'audit de 2019. En effet, nous avons fait une intervention intérimaire sur les comptes arrêtés provisoirement dans les mois d'octobre-novembre. Nous avons réalisé l'évaluation du contrôle interne qui représente l'épine dorsale de toute la démarche d'audit au cours du dernier trimestre de l'exercice 2019. Nous avons assisté à l'inventaire physique au 31 décembre et nous avons même fait des pré-closings pour pas mal d'entreprises entre janvier, février et mars 2020. Pour les diligences qui restent à faire et vu les circonstances, les cabinets d'expertise comptable se sont vite mis au télétravail et à l'exploitation des outils digitaux, à charge bien sûr de faire quelques contrôles à la fin de l'état d'urgence. Les délais sont suspendus, comme on l'a dit, donc on aura encore le temps à la fin de l'état d'alerte pour faire des contrôles sur place et des contrôles sur pièce. Donc avant de terminer mon intervention, j'aimerais bien partager avec vous le nouveau modèle de rapport, mais c'est un rapport exceptionnel parce que c'est un rapport qui concerne que l'exercice 2019. On a ajouté certains paragraphes, vous les voyez en bleu, les paragraphes qui indiquent clairement que le commissaire en compte a pris information de la crise et qu'il est en train de suivre son évolution. Donc, pour finir, ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que la pandémie Covid-19 n'étant pas liée à une situation existante à la date de clôture 2019, il n'aura donc pas d'incidence sur le bilan ni sur le compte de produits et charges. La mission du commissariat aux comptes consistera plus particulièrement à s'assurer que la société auditée fournisse et communique une information appropriée à l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes. Et bien sûr, un grand accent est mis sur le jugement professionnel du commissaire aux comptes et je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Baki, pour. Alors, je vous propose de répondre à certaines questions qui ont été posées par nos auditeurs. Alors là, j'en prends une tout de suite sur donc une distinction à faire entre commissariat aux comptes et audit. Alors, le commissaire aux comptes est appelé à certifier ou non une situation et des comptes, ce qui n'est pas la mission de l'auditeur. Ne faut-il pas lever la confusion entre ces deux missions distinctes? Je vous laisse répondre, Monsieur Bakili. Monsieur Bakili, est-ce que vous m'entendez? Ah, on a un petit problème de son. Angélique? Oui, je vous entends, Monsieur Bakili. Angélique, oui. Je ne vous entends pas. Ah, je vous appelle tout de suite. Je vous appelle. Allô? Oui, on vous entend, Monsieur Bakili. Moi, je ne vous entends pas. Alors, peut-être, est-ce que vous pouvez couper
sur votre écran. Est-ce que vous voyez le micro sur votre écran? Est-ce que là, vous m'entendez par la plateforme? Non, vous ne m'entendez pas par mon téléphone. Bon. Comment? Oui. Alors, je vais les poser par téléphone. Peut-être vous pouvez les répéter. Donc, il y avait une question sur la différence entre commissariat aux comptes et audit. Alors, attendez, je reprends mes petits. Voilà. Le commissaire aux comptes est appelé à certifier ou non une situation et des comptes, ce qui n'est pas la mission de l'auditeur. Ne faut-il pas lever la confusion entre ces deux missions distinctes? Alors, peut-être que vous pouvez répondre là. Alors, remettez le micro, par contre. Donc, par rapport à la différence entre un auditeur, donc le commissariat aux comptes, c'est un audit légal. C'est un audit qui est imposé par une loi. Donc, le commissariat aux comptes, il est obligatoire pour toutes les sociétés anonymes au Maroc et pour toutes les sociétés à responsabilité limitée. Donc, le chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de dirhams. Mais la démarche d'un audit légal et d'un audit contractuel sont similaires. Un audit contractuel, c'est un audit qui respecte plus ou moins les mêmes démarches, mais qui n'est pas été induit par une disposition légale. Aujourd'hui, la différence entre moi je parle de full audit, pas d'un examen limité sur la base de procédures convenues. Donc quand je compare un full audit normal, la contractuelle, avec du commissariat à compte, donc la seule différence, c'est les vérifications spécifiques que fait généralement le commissaire en compte à la fin et qui ne sont pas imposées au niveau d'une mission d'audit normale. Bon, Gilles, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, nous avons relevé une question relative aux nouvelles dispositions de la visioconférence. Et donc la question, c'est comment procéder à la signature des procès-verbaux d'assemblée générale tenus par les moyens de visioconférence. Monsieur Baptiste, oui. Vous avez entendu la question? Non, non. Ah, vous n'entendez pas ma collègue non plus? Non. Donc, je vais reposer la question. Comment procéder à la signature des procès-verbaux d'AG tenus par visioconférence? D'accord. Donc ça, c'est parmi les dispositions, les nouvelles dispositions qui ont été décrétées récemment. Aujourd'hui, il y a un projet de loi 27-20 qui a donné la possibilité aux entreprises de faire par visioconférence, de tenir par visioconférence des réunions du conseil qui arrêtent les comptes ou les assemblées générales. Même le vote, aujourd'hui, il peut se faire par correspondance. Donc là, c'est un projet de loi qui va sortir incessamment. Maintenant, par rapport à la signature, aujourd'hui, faute de signature électronique, parce qu'aujourd'hui, la signature électronique n'est pas encore quelque chose qui est pratiqué au Maroc, je pense qu'on va tenir des assemblées générales ou des conseils d'administration sur visioconférence à charge de ratifier ces réunions par la suite, c'est-à-dire juste après l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire. D'accord. Alors, on va prendre une autre question. Je vais essayer de vous parler au téléphone et en même temps, j'espère que ça ne fera pas trop d'écho sur la plateforme. L'ordre que vous présidez prévoit-il de saisir le Conseil national de la comptabilité pour l'adoption d'un texte spécifique pour appréhender la problématique de continuité d'exploitation ainsi que la dépréciation des créances? Qu'est-ce qui est prévu à cet effet? Nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà préparé conjointement avec le Conseil national de comptabilité une directive qui va reprendre ce que je viens de dire dans la présentation, qui va vraiment mettre l'accent que
tout ce qui se passe aujourd'hui et les conséquences de cette pandémie Covid-19 ne vont pas toucher les comptes de l'exercice 2019 et que les répercussions vont se faire au niveau des exercices 2020 et les exercices suivants. Donc ça, on a déjà travaillé. Je pense que même aujourd'hui, il y aura une réunion au sein du Conseil national de comptabilité pour ratifier ça. Et il y a d'autres, à part ces éléments qui concernent la continuité d'exploitation et qui concernent la prise en compte des événements post-clôture, il y a d'autres points tels que préconisés par le Conseil de veille économique qui est sorti il y a une semaine par d'autres précisions pour atténuer les charges des entreprises pour les exercices 2020 et suivants. Merci. Une autre question, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui justifie la dérogation comptable qui consiste à étaler les dons et les charges relatives à la période d'état d'urgence sanitaire sur 5 ans? Sur 5 ans. Oui. D'accord. Donc ça c'est parmi les recommandations ou parmi les choses qui ont été proposées par le Conseil de veille économique. Donc ils ont proposé, entre autres, de répartir sur plusieurs exercices les conséquences de cette pandémie. Et parmi les conséquences de cette pandémie, c'est ces dons, c'est cette contribution que font généralement les entreprises pour aider le pays, pour aider notre société. Donc, aujourd'hui, je pense que le Conseil national de comptabilité il va sortir avec une dérogation. Maintenant, cette dérogation, vous savez que quand on analyse le poste autres charges à répartir dans le Code général d'organisation comptable, généralement, on peut étaler un certain nombre de charges, surtout si on estime, tout d'abord, c'est une décision de gestion, mais surtout si on estime que ces charges concernent des exercices futurs. Maintenant, il n'y a pas que ça. On peut étaler un certain nombre de charges exceptionnelles ou des charges qui sont vraiment, qui ne sont pas des charges routinières. Et je pense que cette contribution que donnent aujourd'hui les entreprises, c'est une charge qui s'inscrit parfaitement dans ce sens-là. Et je pense que le Conseil national de comptabilité, il va également trancher sur la répartition de la quote-part des charges fixes relatives à la sous-activité. Parce que, comme vous savez, il y a des entreprises, il y aura des usines qui ne vont pas travailler pendant 3 mois, 4 mois. Et pendant cette période, il y a un certain nombre de charges fixes, l'électricité, l'amortissement, les charges d'intérêt, les frais de personnel. Donc, l'entreprise, ils auront également la possibilité de les étaler sur plusieurs exercices. Bien sûr, pour vraiment l'objectif, c'est d'alléger la charge et les conséquences de cette crise par rapport à l'exercice 2020. Merci. Alors, j'ai une autre question sur l'assurance responsabilité des commissaires aux comptes au Maroc. À quelle hauteur se situe-t-elle et qui assure sa souscription en cas de faute professionnelle? D'accord. Donc, l'assurance responsabilité civile au Maroc, donc c'est une obligation. Donc, à l'inscription, on demande ça pour les experts comptables. Donc, c'est une obligation. L'expert comptable ou le commissaire aux comptes est tenu de l'actualiser chaque année. Donc, aujourd'hui, l'ordre n'a pas instauré une limite. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. On a des conventions avec pas mal d'assurances qui essaient de nous proposer des packs adaptés commissariat en compte et bien sûr qui essaient de prendre en considération la spécificité de notre métier. Comme vous savez, nous avons un métier pro où la responsabilité, c'est le mot-clé et une erreur dans une mission de commissariat compte peut coûter trop cher à nos consoeurs et confrères. Merci.
Merci, Monsieur Bakili. Alors, j'ai une autre question pour vous sur l'audit. Quelles sont les réformes d'audit apportées récemment au manuel des normes d'audit légal au Maroc relatives au rapport d'audit? Oui. Vous m'avez entendu? Oui. Oui, bien sûr. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation, nous avons un manuel de normes d'audit marocain, mais qui est pratiquement à 90% normes ISA. Donc, vous savez que le Maroc, c'est un membre à part entière de l'IFAC. L'IFAC est l'organisation internationale d'expertise comptable au monde, et on est obligé d'appliquer les normes internationales d'audit. Donc, aujourd'hui, on a un référentiel international d'audit qui a été mis à jour récemment. Donc, la dernière mise à jour date de 2017. Par contre, la nouveauté, c'est que l'année dernière, on a mis en place une norme audit PME. Donc, c'est une norme qui est destinée à l'audit des entreprises de petite et moyenne taille. La démarche est la même, c'est que la démarche, c'est une démarche qui généralement composée de 3 phases. La première phase, identification du risque, deuxième phase, réponse au risque, et troisième phase, reporting. C'est la même démarche qu'une grande entreprise, mais les diligences, ils ont été plus ou moins allégées. Et bien sûr, le corps de texte et la norme en elle-même est destinée beaucoup plus à l'audit des PME que grandes entreprises. Alors, très bien. Vous m'entendez là, Monsieur Bakili? Oui. Alors, on a une question sur évidemment la procédure d'alerte. Est-ce que vous ne considérez pas que les commissaires aux comptes qui contrôlent les activités très touchées par le Covid-19 ne devraient-ils pas donc déclencher la procédure d'alerte? Ainsi, ils se désengageraient de leurs responsabilités en cas de poursuite. Oui, la procédure d'alerte, comme vous savez, le commissaire aux comptes, généralement, il doit, à chaque fois qu'il y a une incertitude quant à la continuité d'exploitation, il doit la déclencher. Sauf que aujourd'hui, moi, je pense que le gros va se faire au niveau de 2020. Donc, aujourd'hui, la procédure d'alerte, c'est une procédure généralement sur le code de commerce marocain qui se déroule en 4 phases. Dans la première phase, quand le commissaire aux comptes note des irrégularités, il doit d'abord, c'est la première phase qu'il doit faire, il doit d'abord informer le chef d'entreprise, il doit informer le président. La loi, bien sûr, lui accorde un délai de 8 jours pour le faire. Bien sûr, sans toutefois préciser à partir de quand démarre le compte à rebours. Puisqu'une fois le fait découvert ou bien après l'évaluation de l'incertitude. Donc ça, c'est la première phase. Bien sûr, il doit attendre la réponse du président et la loi donne au président, la donne au directeur un délai de 15 jours pour répondre au commissaire aux comptes. D'accord? Donc, une fois cette première phase est dépassée, vient la deuxième phase. La deuxième phase qui est le passage au conseil d'administration. Donc, pour le président, là j'ai encore le conseil d'administration. Et en cas de carence des instances de décision, je passe à la troisième phase qui est de convoquer l'Assemblée générale. D'accord? Et le commissaire aux comptes doit établir un rapport avec présentation des faits. Il peut généralement présenter le contenu de sa première lettre et bien sûr expliquer le déroulement de ce qu'il a fait auparavant. Et bien sûr, si tout ça ne fait rien, il passe à la quatrième phase qui est le président du tribunal de commerce. Donc, mais tout ça, quand est-ce que le commissaire aux comptes le fait? Quand il y a vraiment des incertitudes, quand il sent qu'il y a un problème par rapport à la continuité d'exploitation. Donc aujourd'hui, quand je fais référence au Covid-19, donc ça c'est un événement qui touche l'exercice 2020. Je pense même à la date d'aujourd'hui, c'est vrai que l'impact il est douloureux, et c'est vrai que les répercussions financières sont vraiment très très lourdes, mais je pense qu'on va attendre
quelques mois pour vraiment pouvoir identifier le risque et bien sûr chiffrer l'impact de cette situation. Concrètement, comment évaluer l'impact de la pandémie sur la continuité d'exploitation? Le commissaire aux comptes doit-il rechercher des indices ou se base-t-il sur les déclarations de la direction? Et quel effet sur le rapport d'audit des comptes de 2019 si la continuité est clairement compromise en 2020? Oui. Donc, généralement, ce n'est pas au commissaire aux comptes de chercher ces éléments-là. Donc, c'est vrai qu'on fait des diligences pour le voir, mais nous, on se base beaucoup plus sur le travail qui doit se faire par le gouvernement et par le management de l'entreprise. Donc, il y a lieu de séparer deux choses. Donc, la première, c'est l'audit de 2019. Donc, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est vrai qu'à chaque fois, si l'entreprise me dit, parce qu'à date d'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de vraiment chiffrer l'impact, mais si l'entreprise me dit, attention, l'événement va représenter un risque et une incertitude par rapport à ma continuité d'exploitation, d'accord? Je peux déjà, au cours de l'exercice 2019, sortir avec une observation. L'observation, donc c'est pas une réserve, c'est pas une réserve, et il ne remplace pas une réserve. Donc, une observation, c'est quelque chose, c'est une information dans laquelle j'attire l'attention du lecteur des états de synthèse que la société il encourt dans le futur un risque de continuité d'exploitation. Et par rapport à 2019, si la situation a une relation avec le Covid-19, je ne demande pas à l'entreprise d'évaluer les activités passives selon l'approche liquidative. Par contre, pour l'exercice 2020, donc quand on va l'année prochaine commencer les audits de 2020, si on estime qu'il y a un risque d'incertitude quant à la continuité d'exploitation, alors là, on va déclencher la procédure d'alerte. 2, on va demander à l'entreprise de déroger au principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire qu'il doit évaluer les actifs, passifs, charges et produits en tenant en considération la valeur liquidative au lieu du principe de coût historique. Et troisièmement, on doit sortir carrément avec des réserves au niveau de notre rapport si l'entreprise n'applique pas bien ou ne présente pas bien la vraie situation de l'entreprise. Merci, Monsieur Bakili. Alors, on va prendre deux dernières questions, puisqu'on arrive bientôt au terme du webinaire. Concernant l'information aux actionnaires relative à l'incidence de la pandémie de l'entreprise, doit-elle faire l'objet d'un point à l'ordre du jour, et d'une résolution, ou bien une indication dans le rapport de gestion suffit-elle, ou bien une note séparée? Tout dépend. Généralement, l'information doit se faire au niveau du rapport de gestion. Parce que dans le rapport de gestion, il y a une partie sur les perspectives d'avenir. Et à ce niveau-là, quand le conseil d'administration ou quand la gérance va présenter ce rapport de gestion à l'ensemble des actionnaires, il doit tenir compte de l'impact et des répercussions et des conséquences de cette pandémie au niveau de cette partie-là. Comme il peut présenter ça autre le rapport de gestion, l'essentiel pour nous, en tant que commissaire aux comptes, c'est qu'au niveau de l'Assemblée générale, on aura une information complète et suffisante sur le sujet. J'ai cité dans le troisième cas une situation où les comptes ont été arrêtés. On a déjà établi des états de synthèse, on a un rapport de gestion et le rapport déjà a été émis. C'est-à-dire on a obtenu auparavant une lettre d'affirmation de la part de la direction, mais si c'est le cas, on doit demander en plus de la lettre d'affirmation une lettre d'affirmation bis. Donc c'est une note à part, une note affirmant que le gouvernement d'entreprise va se prononcer et va donner des informations suffisantes à l'ensemble des actionnaires le jour de l'Assemblée générale.
Merci, Monsieur Bakili. Alors, une question plus personnelle. Est-ce que vous ne considérez pas vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il est temps que la profession soit contrôlée par une autorité étatique à l'instar du Haut Conseil en France? H3C, exactement. H3C, voilà. Aujourd'hui, vous savez qu'on a un contrôle qualité qui se fait de manière systématique et de manière très objective et indépendante par l'ordre. C'est vrai que vous allez me dire par l'ordre pour les experts comptables qui sont membres de l'ordre. Aujourd'hui, on a commencé par ce travail, mais on est toujours ouvert à cette éventualité. Nous en discutons tout le temps, d'accord? Nous serons toujours ouverts parce que je vous assure aujourd'hui que la plupart de nos cabinets sont compliance avec les normes, pas les normes locales, mais avec les normes internationales. Donc, je me rappelle il y a 10 ans, quand on a commencé les contrôles qualité, les rapports ils étaient vraiment très, très critiques. Il y avait beaucoup de remarques. Avec le temps, la profession il a pris conscience. Il y avait un saut qualitatif. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les contrôles qualité, c'est très très rare. On a vraiment des rapports trop négatifs. Et aujourd'hui, on est ouvert et on a un contrôle indépendant. Pourquoi pas? Le Maroc, il est ouvert. Merci. Très bien, Monsieur Bakili, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on a beaucoup de personnes qui souhaiteraient accéder à votre présentation. On laisse les présentations des intervenants sur notre site c19lexismena.com. Donc, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, votre présentation, nous pourrons la mettre en accès libre sur notre site d'information en ligne. Si ça vous va, Monsieur Bakili. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'avoir exposé toutes les problématiques liées à la mission du commissaire aux comptes actuellement. Merci. Et donc, comme je disais, un enregistrement est disponible sur le site de Connexion si vous souhaitez réécouter Monsieur Bakili en replay. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et Ramadan Moubarak à tous. Au revoir.